prendre sa retraite. Le congrès du Parti communiste qui s'est ouvert aujourd'hui met fin ainsi à 6 décennies de règne de la fratrie. Raúl Castro avait déjà abandonné la présidence du pays en 2018 et donc rend son portefeuille aujourd'hui de premier secrétaire du parti unique, et ce, 60 ans pile après le débarquement désastreux des Américains dans la baie des Cochons. Jean-Christophe Galiazzi. Applaudissements nourris pour Raúl Castro, le leader incontesté de Cuba depuis la mort de son frère Fidel en 2016. Au terme de ce 8e congrès du Parti communiste, plus aucun Castro ne sera au pouvoir. La fin de 6 décennies de règne d'une fratrie, un événement historique à La Havane. Raúl Castro a fini de diriger. Nous savons que tout a une fin. Nous devons donc donner un avenir aux prochaines générations pour qu'elles puissent continuer l'œuvre de la révolution. Raoul ne devrait pas partir maintenant, parce que les temps sont mauvais. Chaque jour est pire. Dès lundi, place à une nouvelle génération qui n'a pas connu la révolution de 1959. Elle est incarnée par Miguel Díaz-Canel, 60 ans, ancien ministre. La génération historique a soutenu le processus jusqu'à présent. Maintenant, cela a des inconvénients. Mais en tant que génération historique, elle doit finir par partir. 19 avril 2016, c'est la dernière fois qu'ils sont vus ensemble. Raúl Castro, avec un poing fermé levé par son frère Fidel. À côté d'eux, les dirigeants cubains chantent l'Internationale. Fidel et Raúl, à la tête d'un pouvoir révolutionnaire débuté en 1959, qui place l'île sous le régime autoritaire communiste. Le 17 avril 1961, il y a tout juste 60 ans, dans le but de mettre en place un gouvernement pro-américain, 1500 mercenaires débarquent dans la baie des Cochons, avec 114 morts et plus de 1200 prisonniers du côté des putschistes. L'opération tourne au fiasco. Tout un symbole, le départ du dernier Castro à cette date anniversaire n'a certainement pas été choisi au hasard. C'est un message clair à ses successeurs. Zoé Valdés est l'invitée du 23h, romancière, poète, scénariste cubaine. Vous êtes née à La Havane, le jour même où Fidel Castro d'ailleurs avait pris le pouvoir. Plus de Castro, c'est une page qui se tourne réellement pour vous ce soir? Je ne pense pas, je pense qu'il y a toujours la mentalité du castrisme qui est là, qui a vraiment, qui était très sémé, qui a fait des impacts dans l'éducation, la vie de tous les jours. Et puis il y a les fils de Raúl Castro, et il y a la famille Castro qui continue. Alejandro Castro Espín qui s'occupe aussi de pas seulement de l'armée, d'une partie de l'armée, mais aussi de l'économie, avec le ex-mari de sa sœur. Donc il y a toute une famille qui reste au pouvoir, rien n'a changé. C'est la question qu'on nous pose à chaque fois, à chaque congrès. Et la chose s'empire de plus en plus, parce qu'il y a un seul parti, il y a une seule idéologie. Et ça ne change rien dans ce pays qui... Miguel Díaz-Canel ne va rien changer, le nouveau président communiste. Non, parce que ça fait très longtemps qu'il est déjà au pouvoir, donc c'est déjà l'heure que Miguel Díaz-Canel pense aussi à une succession de lui-même. Et il est ex-militaire aussi, donc il a été préparé par Raúl Castro lui-même. Il était très proche de Raúl Castro dès le début. Donc ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas un pluripartidisme, une possibilité d'une autre façon de penser, d'une autre façon de voir les choses, et puis l'économie est toujours dans les mains des militaires. Alors Zoé Valdés, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes exilée, vous êtes en France depuis maintenant 25 ans, parce que vous étiez une dissidente cubaine. Il y a eu un livre qui a déclenché votre départ, la publication du Néant quotidien. Vous êtes devenue la bête noire du pouvoir cubain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous? Je m'attendais à ça, parce que je savais que le livre allait qui allait créer des problèmes, pas seulement moi, je ne m'inquiétais pas pour moi, mais je m'inquiétais pour ma famille qui était là-bas. Et effectivement, ma mère a eu pas mal de problèmes là-bas. Elle a été
interrogé pas mal de fois. Villa Marista, c'est l'endroit où on interroge les prisonniers et les familiers aussi des dissidents, des opposants. Ma mère, elle savait même pas qu'est-ce qu'on allait lui demander. Mais vous savez, il y a un moment où on n'a pas peur. On doit continuer. Oui. Votre plume, c'est votre arme. On va parler bien sûr de votre dernier livre, le voici. Un amour grec qui est paru aux éditions Artaud. Une histoire d'amour sur fond de violence familiale quotidienne également. Vous revenez sur la vie quotidienne à Cuba. C'est quelque chose qui est très prenant. On parle beaucoup du quotidien des femmes et qui n'est pas rose. Hein. Non, c'est justement les femmes, les mères cubaines qui ont beaucoup souffert pendant toutes 6 décennies. 6 décennies, 60 ans. 60 ans, et pas seulement parce qu'il n'y avait pas de quoi manger, non, parce qu'il n'y avait pas de liberté pour ces enfants, parce qu'il y avait, à chaque fois qu'il y avait un opposant qui voulait changer les choses, il allait en prison. Il y a toujours des prisonniers politiques d'ailleurs. Jandier Garcia Labrada, c'est un prisonnier politique qui est vraiment disparu depuis le 6 octobre 2020. Il y a Ernesto Borges, qui est un autre prisonnier politique qui ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est en prison, et encore d'autres. Et ce sont ces mères qui souffrent énormément parce qu'elles ne peuvent rien faire. Elles peuvent vraiment ni donner un entretien, ni protester. Oui, il y a beaucoup de violence dans votre livre, oui, et beaucoup de silence. Ça résume la situation des femmes. Oui, la violence est toujours... Et l'obligation de se taire. Oui, et les silences vont toujours ensemble. Dans une dictature, dans un pays totalitaire, c'est toujours comme ça. Et c'est justement une façon de pouvoir passer une autre chose de la part des femmes. Mais c'est une façon violente aussi pour elles, parce qu'elles sont violentes elles-mêmes. Il est question de liberté dans ce livre, hein. Il est question de beaucoup de liberté, de la tyrannie castriste, forcément, vous en parlez énormément. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous sentez libre, maintenant que vous êtes en France, que votre plume vous permet de voyager à votre guise, finalement? Vous êtes libéré d'un certain poids, mais est-ce que, bien sûr, votre cœur est toujours à La Havane, à Cuba? Oui, mon cœur est toujours là-bas, je ne suis pas entièrement libre, comme pour tous les exilés, c'est à peu près pareil. Mais ma fille est libre. Et moi, je voulais ça pour ma fille. Je voulais pour ma fille la liberté. Vous continuez dans vos livres ou dans vos différents soutiens que vous apportez à telle ou telle association, tout ce qui concerne les abus du pouvoir castriste. Vous avez envie de rien laisser passer. Vous avez soutenu récemment un film qui a été tourné aux États-Unis. Oui, j'ai soutenu Plantados. Plantados. Ce sont les prisonniers politiques qui ont resté plus de 30 ans parfois, condamnés à 40 ans de prison, et torturés, violemment tués même, exécutés. Et c'est un film qui a eu du mal à se faire. C'est un film de Lilo Villaplana. Lilo Villaplana, et il y a, et surtout la présence dans ce film pas mal de prisonniers politiques de l'époque qui sont aujourd'hui très âgés, qui ont donné... C'est presque un documentaire, finalement. C'est un film c'est un film sur la réalité, et c'est vrai que si c'est une fiction, c'est basé, inspiré dans un livre qui a raconté cette réalité. Zoé Valdés, Un amour grec, il y a de l'optimisme quand même dans ce livre. Ah oui, c'est la liberté des femmes. De votre fille qui a atteint en tout cas sa liberté, c'est à lire aux éditions donc Artaud, Un amour grec, ou comment prendre les rênes de son destin en fait. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 23h pour nous en parler, Zoé Valdés. Un mot de sport pour terminer.